Ma femme m'a envoyé un SMS, je prends juste un café avec un ami. J'ai répondu, demande-lui comment sa femme trouve ses nouvelles photos. La première chose qu'on apprend sur le mariage, c'est que la perfection n'est qu'un autre mot pour mentir avec brio. Je m'appelle Marc Harland, j'ai 38 ans, et j'observe ma femme Lydia pratiquer cet art particulier depuis 6 mois. Elle pense que je suis trop occupé à déboguer des systèmes de sécurité d'entreprise pour remarquer ses nouvelles habitudes, les soirées tardives, les appels téléphoniques secrets, la façon dont elle a soudainement développé une obsession pour les événements professionnels qui nécessitent des voyages le week-end. Je suis assis dans notre cuisine impeccable à Dallas ce mardi matin, regardant Lydia tartiner son toast avec la même précision mécanique qu'elle applique à tout le reste. Nos filles, Sophie et Ellie, se disputent à propos d'un drame scolaire, leurs voix se mêlant aux nouvelles matinales. Tout semble normal. Tout est faux. Marc, tu me fixes, dit Lydia sans lever les yeux de son téléphone. Elle tape frénétiquement, ses ongles manucurés cliquetant contre l'écran comme de minuscules marteaux. J'admire juste ma magnifique femme, je réponds, en gardant ma voix légère. Le sarcasme lui passe complètement au-dessus. Ça fait toujours ça. L'ouïe sélective de Lydia est de niveau olympique. Elle lève les yeux, affiche ce sourire de façade qui faisait autrefois battre mon cœur. Maintenant, cela me fait juste me demander qui d'autre l'a reçu récemment. Je rentrerai tard ce soir. Grosse présentation demain. Encore une, je demande, en sirotant mon café. Ça fait quoi, la 4e ce mois-ci? Le compte Henderson est crucial. Elle est déjà de retour sur son téléphone, ses pouces s'envolant. Joël pense que nous pourrions décrocher le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Joël. Le voilà. Joël Baxter, son collègue marié, avec sa BMW noire et sa réputation d'être ce que mon ami Ray appelle un prédateur en costume coûteux. Lydia le mentionne environ toutes les 3 phrases ces jours-ci. Joël pense ceci. Joël dit cela, marmonnai-je dans ma tasse de café. Quoi? Rien, chérie. Je pensais tout haut. Après que Lydia soit partie dans un nuage de parfums chers et de vagues promesses, j'aide les filles à se préparer pour l'école. Sophie, ma fille de 12 ans, a hérité de mon talent pour l'observation. Maman est bizarre ces derniers temps, dit-elle, chargeant son sac à dos. Bizarre comment? Elle parle plus à son téléphone qu'à nous, et elle sent différemment. Les enfants remarquent tout. Les adultes font juste semblant de ne pas voir. Je dépose les filles à l'école et me rends à mon bureau, mais mon esprit ne cesse de revenir au comportement de Lydia. En tant que consultant en sécurité informatique, je passe mes journées à penser comme les méchants, à trouver des vulnérabilités, à prédire comment les systèmes peuvent être compromis. L'ironie ne m'échappe pas que je négligeais la violation de sécurité la plus évidente de toutes. Cet après-midi-là, je suis en train de déboguer le réseau d'un client lorsque mon téléphone vibre. SMS de Lydia. Je travaille tard encore. Ne m'attendez pas. Je fixe le message pendant un long moment, puis je fais quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. J'appelle son bureau. C'est Monica, son assistante, qui répond au poste de Lydia Harland. Bonjour, Monica. C'est Marc. Est-ce que Lydia est disponible? Oh, bonjour monsieur Harland. En fait, Lydia est partie il y a environ 1 heure. Elle a dit qu'elle avait une réunion importante de l'autre côté de la ville. Les pièces s'assemblent avec la précision satisfaisante d'un code qui compile correctement. Lydia a menti. Pas un petit mensonge, pas un malentendu, mais une tromperie délibérée et calculée. Je remercie Monica et raccroche, puis je me laisse tomber sur ma chaise. 20 ans de mariage, et je suis devenu le Wi-Fi qu'elle n'appelle que lorsqu'il est en panne. Ce soir-là, j'aide Ellie avec ses devoirs de mathématiques lorsque Lydia rentre enfin à la maison. Ses cheveux sont légèrement en désordre, son rouge à lèvres a disparu, et elle porte cette lueur particulière qui vient de faire quelque chose qu'on ne devrait pas, désolée d'être si en retard, dit-elle, m'embrassant le sommet de la tête. La réunion a duré une éternité. Comment ça s'est passé? Je demande, sans lever les yeux d'effraction d'Ellie. Très bien. Vraiment très bien. Joël a été brillant avec le client. Je croyais que tu avais dit que la réunion était de l'autre côté de la ville. Elle se fige un instant. À peine perceptible, mais je le remarque. Elle l'était. Joël m'y a rejointe. Bien sûr qu'il l'a fait. Après que les filles sont allées se coucher, Lydia disparaît dans la salle de bain pour ce qu'elle appelle sa routine du soir.
Je suis en train de charger le lave-vaisselle lorsque son téléphone, oublié sur le comptoir de la cuisine, s'allume avec un SMS. Je ne devrais pas regarder. Un mari décent ne regarderait pas, mais je ne me sens pas particulièrement décent en ce moment. Le message vient de JB Joel Baxter, évidemment. Ce soir était incroyable. J'ai hâte d'être à vendredi. Mes mains sont stables lorsque je fais une capture d'écran du message et l'envoie à mon propre téléphone. Puis je fais quelque chose qui me surprend moi-même. Je tape une réponse. Demande-lui si sa femme apprécie les nouvelles photos. J'envoie, supprime la preuve et replace le téléphone exactement là où Lydia l'avait laissé. Puis j'attends. L'explosion arrive exactement 4 minutes plus tard. Le cri aigu de Lydia venant d'en haut pourrait réveiller les voisins. Je l'entends courir dans le couloir, puis dévaler les escaliers. Marc. Elle fait irruption dans la cuisine, le téléphone serré dans sa main, les yeux écarquillés. Tu as. Comment as-tu? Comment ai-je? Quoi, je demande, placidement, en fermant le lave-vaisselle. Mon téléphone? Quelqu'un a envoyé. Elle s'arrête, réalisant qu'elle est sur le point d'avouer quelque chose qu'elle n'est pas censée faire. Envoyer quoi? Je me tourne pour lui faire face et pour la première fois depuis des mois, je vois la vraie Lydia. Pas la directrice des ressources humaines soignées ou la femme de banlieue parfaite, mais la femme qui vient d'être prise la main dans le sac. Rien, dit-elle finalement. Juste des trucs de travail. Probablement un pépin. La technologie peut être délicate. Je suis d'accord. On ne sait jamais qui pourrait regarder. Elle me fixe pendant un long moment, essayant de lire mon expression, mais j'ai des années de pratique à garder mes pensées pour moi. Je vais me coucher, dit-elle. Fais de beaux rêves. Après son départ, je me sers un scotch et m'assieds dans mon bureau à la maison pour réfléchir. Le téléphone de Lydia vibre 12 fois au cours de l'heure suivante. Je peux l'entendre de l'étage avec sa voix de plus en plus frénétique alors qu'elle tente d'expliquer le message mystérieux à Joël. Mon propre téléphone sonne vers minuit. Numéro inconnu. Tu ne sais pas la moitié. Demande à Clara pour le Mexique. Je fixe le message, mon esprit s'emballe. Clara est la meilleure amie de Lydia, sa partenaire de crime pour les virées shopping et les soirées entre filles. Et le Mexique. Lydia est allée à une conférence à Cancun il y a 3 mois. Elle est revenue avec un bronzage et une nouvelle attitude. Je finis mon scotch et monte à l'étage. Lydia fait semblant de dormir, mais sa respiration est trop contrôlée, trop prudente. Elle est éveillée, se demandant probablement ce que je sais. La réponse est « pas assez », pour l'instant. Mais je suis un homme patient, et je suis très bon pour résoudre des énigmes. Celle-ci ne fait que commencer. Le lendemain matin, Lydia n'est que sourire et café, agissant comme si rien ne s'était passé. Elle porte ma robe préférée, la bleue qui fait ressortir ses yeux. Et elle a fait des crêpes. Lydia n'a pas fait de crêpes depuis 2 ans. Tu es de bonne humeur, j'observe, acceptant l'assiette qu'elle me tend. Juste reconnaissante pour ma famille, dit-elle, se penchant pour m'embrasser la joue. Parfois, je pense que je n'apprécie pas ce que j'ai. Sophie et Ellie échangent des regards de l'autre côté de la table. Les enfants sentent la manipulation à des kilomètres. Après que tout le monde soit parti, je m'assieds dans mon bureau et fixe ce SMS anonyme. Demande à Clara pour le Mexique. Clara Martinez est la plus proche amie de Lydia depuis l'université. Elles se parlent tous les jours, partagent tous les secrets, et si quelqu'un sait ce qui s'est réellement passé à Cancun, c'est elle. Mais approcher Clara directement serait comme annoncer mes soupçons au mégaphone. J'ai besoin d'une approche plus subtile. Je passe la matinée à mettre en place ce que j'appelle un filet de pêche numérique. Nouveau compte de courriel, profil de médias sociaux, recherches inversées de numéros de téléphone. Si Lydia et Joël pensent qu'ils sont intelligents avec leur liaison, ils sont sur le point d'apprendre que l'heure des amateurs est terminée. À l'heure du déjeuner, j'ai confirmé que Joël Baxter est bien marié à une femme nommée Karen, a 2 adolescents, et conduit une BMW avec la plaque d'immatriculation Winner aussi subtile qu'une brique à travers une fenêtre. Je suis en train de recouper l'activité de Joël sur les médias sociaux lorsque mon ami Ray m'appelle. Envie de prendre une bière, demande-t-il. J'ai des nouvelles concernant ta situation. Ray Kowalski est un plombier qui ressemble à un secondeur et possède l'intelligence sociale d'un détective. Nous nous rencontrons au pub Murphy S, notre endroit habituel, et il fait glisser un dossier sur la table.
ça a demandé quelques recherches, dit-il. Mais ta femme et son petit ami ne sont pas aussi prudents qu'ils le pensent. À l'intérieur du dossier se trouvent des photos. Lydia et Joël dans des restaurants dont je n'ai jamais entendu parler, se tenant la main par-dessus des tables éclairées aux bougies. La main de Joël sur le dos de Lydia alors qu'ils entrent dans un hôtel. Lydia riant de quelque chose que Joël lui chuchote à l'oreille. Depuis combien de temps, je demande. D'après ce que j'ai pu trouver, au moins 8 mois, peut-être plus. 8 mois. Pendant que je travaillais tard pour payer les leçons de piano de Sophie et le camp de football d'Ellie, Lydia jouait à la maison avec Joël Baxter. Il y a plus, dirait. J'ai parlé à un ami qui travaille dans leur entreprise. Le bruit court que ce n'est pas le premier rodéo de Joël. Le type a la réputation de s'en prendre aux femmes mariées au bureau. Et Lydia. L'expression de Ray s'assombrit. Selon ma source, elle n'est pas exactement innocente. Il y a eu des rumeurs sur d'autres hommes aussi. Le scotch a un goût de cendre dans ma bouche. D'autres hommes? Rien de confirmé. Mais Marc, il faut que tu le saches. Les gens parlent. Ta femme n'est pas aussi discrète qu'elle le pense. Je ferme le dossier et le fais glisser vers Ray. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Nomme-le. J'ai besoin de parler à Clara, mais pas directement. Ray sourit. Laisse-moi faire. Cet après-midi-là, Jennifer, la femme de Ray, rencontre accidentellement Clara à l'épicerie. Jennifer a toujours été amicale avec Clara, et il est naturel pour elle de mentionner à quel point elle est inquiète pour Marc, à quel point il semble stressé dernièrement, à quel point elle s'inquiète pour son mariage. Clara, étant Clara, ne peut pas résister à partager ce qu'elle sait. Oh, chérie, Clara dit apparemment, tu n'as aucune idée. Lydia traverse une mauvaise passe. Elle se confie à moi sur certains problèmes personnels. Jennifer, jouant son rôle à la perfection, exprime sa préoccupation et sa sympathie. Clara, se sentant importante et digne de confiance, partage plus de détails qu'elle ne le devrait. En soirée, j'ai une image plus claire des activités parascolaires de ma femme. Le voyage au Mexique n'était pas une conférence. C'était une escapade romantique avec Joël. Les soirées tardives ne sont pas des réunions de travail, ce sont des rendez-vous en chambre d'hôtel. Et selon Clara, Lydia se plaint de moi depuis des mois, me peignant comme un mari inattentif qui ne l'apprécie pas. Je suis dans mon bureau, traitant cette information, lorsque Lydia rentre à la maison. Elle porte des fleurs. Des roses blanches, mes soi-disant préférées, bien qu'elle ait apparemment oublié que je suis allergique aux roses. Surprise, dit-elle, présentant le bouquet avec panache. Juste comme ça. Elles sont magnifiques, je dis, acceptant les fleurs et sentant immédiatement mes sinus commencer à réagir. Quelle est l'occasion? Ai-je besoin d'une occasion pour acheter des fleurs à mon mari? Bien sûr que non. Je pose les roses sur mon bureau aussi loin que possible de mon visage. Comment s'est passée ta journée de travail? Occupée. Joël et moi avons dû revoir la proposition Henderson. Nous pourrions avoir besoin de travailler ce week-end pour que tout soit parfait. Ce week-end? Je demande. Mais samedi, c'est le récital de Sophie. Le visage de Lydia s'effondre. Non pas parce qu'elle a oublié le récital de Sophie, mais parce qu'elle a oublié qu'elle était censée faire semblant de s'en soucier. Oh, c'est vrai. Le récital. Eh bien, peut-être que Joël et moi pouvons nous arranger. Je suis sûr que Joël comprendra. Sa famille passe avant tout aussi, n'est-ce pas? Quelque chose vacille dans ses yeux. Exactement. Bien sûr. Après le dîner, pendant que Lydia aide les filles avec leurs devoirs, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Je vérifie son courriel. C'est plus facile que ça ne devrait l'être. Elle utilise le même mot de passe pour tout, et j'ai configuré la plupart de ses comptes il y a des années. Ce que je trouve me serre la poitrine de colère. Des dizaines de messages entre Lydia et Joël remontant à 10 mois. Des lettres d'amour, si l'on peut appeler ça ainsi. Des plans pour des rencontres secrètes, des plaintes concernant leurs conjoints respectifs, et le pire de tout, des discussions sur leur avenir ensemble. Un message de Lydia daté d'il y a 3 semaines, Marc est tellement ignorant. Parfois je pense qu'il ne remarquerait même pas si je déménageais complètement. Il est plus intéressé par ses ordinateurs que par sa femme. La réponse de Joël, bientôt, bébé. Nous avons juste besoin d'être patients.
Une fois que j'aurai trouvé comment gérer Karen et que tu auras géré Marc, nous pourrons être ensemble correctement. Je fais des captures d'écran de tout, je les enregistre sur un disque chiffré et je ferme l'ordinateur portable. Mes mains tremblent, non pas de tristesse, mais de rage. Lydia me croit ignorant. Joël me considère comme un obstacle à gérer. Il planifie mon humiliation, en discutant probablement autour de vins coûteux et de services d'étage d'hôtel. Ils n'ont aucune idée à qui ils ont affaire. Je passe l'heure suivante à configurer des comptes de courriel anonymes et à rechercher la femme de Joël, Karen. Elle travaille comme infirmière à l'hôpital Dallas Presbyterian, fait du bénévolat à l'école de ses enfants, et d'après ses médias sociaux, elle croit avoir un mari aimant et fidèle. Il est temps de changer cela. Je rédige un message prudent à l'adresse professionnelle de Karen. Je pense que vous devriez savoir ce que votre mari fait réellement pendant ses réunions d'affaires. Vérifiez ses relevés de carte de crédit pour les frais au Marriott Centre-Ville, chambre 412, tous les mardis et jeudis depuis 3 mois. Je ne le signe pas. Je n'en ai pas besoin. Puis je m'assieds et j'attends que les feux d'artifice commencent. Le lendemain matin, Lydia est calme au petit déjeuner. Elle vérifie son téléphone sans cesse, fronçant les sourcils devant l'écran. Tout va bien, je demande. Joël semble stressé par quelque chose. Il envoie des messages étranges toute la matinée. Des problèmes au travail? Je ne sais pas. Il ne veut pas le dire. Je cache mon sourire derrière ma tasse de café. Joël est sur le point d'avoir de plus gros problèmes que le travail. Vers midi, mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Mark Harland, à l'appareil. C'est Karen Baxter. Je pense que nous devons parler. Karen Baxter a le genre de voix qui pourrait couper du verre lorsqu'elle est en colère, et elle est définitivement en colère. Nous convenons de nous rencontrer dans un café de l'autre côté de la ville, territoire neutre, où aucun de nous n'est susceptible de croiser nos conjoints infidèles. Elle m'attend déjà quand j'arrive, une petite femme aux cheveux foncés et aux yeux intelligents qui lance actuellement des étincelles. Elle porte toujours sa blouse d'infirmière, ce qui me dit qu'elle est venue directement du travail. C'est vous qui m'avez envoyé ce courriel, dit-elle sans préambule. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Arrêtez vos conneries, Marc. J'ai fait mes devoirs. Votre femme couche avec mon mari, et vous l'avez compris le premier. Je m'assieds en face d'elle et fais signe à la serveuse pour un café. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que vous êtes le seul avec les compétences techniques nécessaires pour les traquer avec cette précision et la motivation de m'en parler. Elle fait glisser un dossier sur la table. De plus, j'ai fait mes propres recherches. À l'intérieur se trouvent des relevés de cartes de crédit, des reçus d'hôtel et des factures de restaurant. Une piste d'adultère méticuleusement documentée. Depuis combien de temps le savez-vous, je demande. Je m'en doutais depuis des mois. Joël agissait bizarrement. Nouveaux vêtements, nouveaux parfums, travail tardif constant. Mais je n'avais pas de preuves jusqu'à votre courriel. Elle se penche en avant. La question est, qu'allons-nous faire à ce sujet? Nous ne jouons pas les idiots. Ils nous prennent pour des imbéciles, Marc. Ils planifient leur avenir ensemble tout en nous mentant au visage chaque jour. J'ai entendu Joël au téléphone hier soir parler de gérer la situation avec sa femme. La serveuse apporte mon café. J'ajoute du sucre lentement, pensant. Qu'avez-vous en tête? Le sourire de Karen est assez tranchant pour effectuer une chirurgie. Je veux qu'ils perdent tout. Leurs emplois, leur réputation, leurs amis. Je veux qu'ils comprennent ce que ça fait de voir sa vie détruite par quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est une grosse commande. Je suis une personne très motivée. Au cours de l'heure suivante, Karen et moi comparons nos notes. L'image qui se dessine est encore pire que ce que je pensais. Joël trompe Karen depuis des années avec plusieurs femmes. Lydia n'est pas sa première victime. Elle est juste la dernière d'une longue lignée de femmes mariées qu'il a séduites et jetées. La différence, dit Karen, c'est que Lydia pense qu'elle est spéciale. Elle pense que Joël va me quitter pour elle. Est-ce le cas? Joël ne me quittera jamais. J'ai trop de dossiers sur lui et il le sait. Il se moque de votre femme, Marc. Elle va avoir le cœur brisé en plus de tout le reste. Nous échangeons nos numéros de téléphone et acceptons de coordonner nos efforts. Karen connaît les schémas et les faiblesses de Joël. J'ai accès aux secrets de Lydia et à sa vie numérique. Ensemble, nous pouvons orchestrer leur chute avec une précision chirurgicale.
Ce soir-là, j'aide Sophie à pratiquer le piano lorsque Lydia rentre à la maison, l'air énervé. Ses cheveux sont ébouriffés, son maquillage est maculé et elle serre son téléphone comme une bouée de sauvetage. Journée difficile? Je demande. La femme de Joël est compliquée. Elle pose des questions sur son emploi du temps. Peut-être qu'elle est juste inquiète qu'il travaille autant. Lydia me lance un regard vif. Plus tard, après que les filles soient couchées, Lydia disparaît dans la salle de bain pour une autre de ses longues routines de beauté. J'utilise ce temps pour mettre en œuvre la phase 1 de ce que Karen et moi avons surnommé « Opération Révélation ». Je crée un faux profil de médias sociaux. Jennifer Walsh, consultante en RH récemment divorcée d'Austin. Jennifer est séduisante, professionnelle et cherche un nouveau départ à Dallas. Plus important encore, Jennifer a des amis en commun avec plusieurs personnes de l'entreprise de Lydia. En 1 heure, Jennifer a envoyé des demandes d'amitié à une douzaine de collègues de Lydia, y compris sa patronne, Sandra Mitchell. Dès demain, Jennifer fera partie de leur cercle social, parfaitement positionné pour recueillir des renseignements et, le moment venu, partager des informations très intéressantes. Mon téléphone vibre avec un SMS de Karen. Phase 1 terminée. Joël passe une très mauvaise semaine. Je souris et tape en retour. Ça va empirer. Le lendemain est samedi. Le récital de piano de Sophie. Lydia a promis pendant des semaines qu'elle serait là, mais ce matin, elle est déjà en train de chercher des excuses. Je sais que j'ai dit que je viendrais, dit-elle, ne me regardant pas dans les yeux. Mais cette affaire Henderson est en train de s'effondrer. Joël a besoin de moi pour aider à sauver la présentation. Le samedi, les affaires ne suivent pas un calendrier, Marc. Sophie, vêtue de sa tenue de récital, a l'air écrasée. Mais maman, tu as promis. Je sais, chérie. Je me rattraperai. Je promets. Une autre promesse de Lydia. Elles deviennent aussi sans valeur que de l'argent de confédération. Ne t'inquiète pas pour ça, dis-je à Sophie, lui faisant un câlin. Nous enregistrerons tout pour que maman puisse le regarder plus tard. Après le départ de Lydia, je charge les filles dans la voiture et nous nous rendons au centre communautaire. Le récital est magnifique. Sophie joue Chopin avec une passion qui me tire les larmes. J'enregistre tout, non pas pour Lydia, mais pour moi-même. Ce sont les moments qui comptent, la vraie vie qui s'est déroulée pendant que ma femme courait après des fantasmes avec Joël Baxter. Pendant l'entracte, mon téléphone vibre avec un message de mon compte Jennifer Walsh. Sandra Mitchell, la patronne de Lydia, a accepté la demande d'amitié et a envoyé un message « On se connaît ? Votre visage me dit quelque chose. » Je réponds en tant que Jennifer, je ne pense pas que nous nous soyons rencontrés, mais je suis nouvelle dans la région de Dallas et j'essaie de me connecter avec d'autres professionnels des RH. J'ai entendu de grandes choses sur votre entreprise. La conversation se déroule naturellement. Sandra est fière de son équipe et heureuse de parler de la culture de l'entreprise. Elle mentionne qu'il travaille sur une grande présentation ce week-end, le compte Henderson. En fait, tape Sandra, 2 de mes meilleurs éléments font des heures supplémentaires aujourd'hui pour s'assurer que tout soit parfait. C'est du dévouement, répond Jennifer. J'espère qu'ils travaillent au moins dans un endroit confortable. Je crois qu'ils sont au Marriott Centre-Ville. Joël l'a suggéré car ils ont de bonnes installations de conférences. Bingo. Je transfère l'information à Karen avec un simple message, chambre 412 aujourd'hui, 14 h. Sa réponse est immédiate. En route. Le récital se termine par des applaudissements nourris. Sophie rayonne en saluant, et je ressens une vague de fierté qui n'a rien à voir avec des plans de vengeance ou des conjoints infidèles. C'est ce qui compte. Mes filles, leur réalisation, leur bonheur. Mais alors que nous rentrons à la maison, je ne peux m'empêcher de penser à ce qui se passe de l'autre côté de la ville. Karen Baxter est sur le point d'obtenir des preuves photographiques de l'infidélité de son mari, gracieuseté des caméras de sécurité de l'hôtel et d'une visite surprise soigneusement synchronisée. Mon téléphone sonne alors que nous nous garons dans l'allée. La voix de Karen est tendue par une fureur contrôlée. Je les ai eus, dit-elle simplement. Tous les deux en couleur. Et disons simplement que Joël va avoir beaucoup d'explications à donner quand il rentrera à la maison. Ce soir-là, Lydia rentre avec un air satisfait. Elle porte des plats à emporter d'un restaurant cher. De la nourriture de culpabilité destinée à compenser son absence au récital de Sophie. Comment ça s'est passé, demande-t-elle,
distribuant des contenants de cuisine thaïlandaise. Sophie était incroyable, dis-je. Tu as vraiment manqué quelque chose de spécial. Je sais, et je me sens terrible. Mais la présentation avance enfin. Joël et moi avons fait de réels progrès aujourd'hui. J'en suis sûr. Elle me lance un regard curieux, mais n'insiste pas. Nous dînons en famille. Lydia interroge les filles sur leur journée, faisant semblant d'être la mère et l'épouse dévouée. Elle est douée pour ça. Je lui accorde ça. Si je ne savais pas mieux, je croirais moi-même à la performance. Après le dîner, pendant que Lydia est à l'étage pour donner le bain aux filles, mon téléphone vibre avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est Clara. Nous devons parler demain. C'est à propos de Lydia et du Mexique. Je fixe le message, mon esprit s'emballe. Clara Martinez, la meilleure amie et confidente de Lydia, la femme qui connaît tous les secrets de Lydia. La femme qui veut apparemment me les révéler. Je lui réponds, quand et où? Sa réponse arrive rapidement. Starbucks sur Elm Street. 10h revient seul et Marc, prépare-toi. C'est pire que ce que tu penses. Clara Martinez a l'air de n'avoir pas dormi depuis des semaines. Elle est assise dans le coin du Starbucks, sirotant un grand café et vérifiant son téléphone nerveusement. Quand elle me voit, elle me fait signe de venir avec l'urgence de quelqu'un qui porte un lourd secret depuis trop longtemps. Marc, dit-elle alors que je m'assieds. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te le dire il y a des mois. Me dire quoi? Elle prend une inspiration tremblante. À propos de Lydia, de ce qu'elle fait, à propos du Mexique. Je me penche en arrière sur ma chaise, gardant mon expression neutre. Je vous écoute. Elle m'a fait promettre de ne le dire à personne. Elle a dit que ça détruirait sa famille si ça se savait. Mais je ne peux plus continuer à mentir pour elle. Ça me ronge. Clara sort son téléphone et fait défiler ses photos. Ça, c'est de Canquin, il y a 3 mois. L'image sur son écran me noue l'estomac. Lydia et Joël sur une plage, ses bras autour de sa taille, tous deux riants. Ils portent des alliances, pas leurs vraies, mais des anneaux d'or assortis qui captent la lumière du soleil. Ils ont dit à tout le monde à l'hôtel qu'ils étaient jeunes mariés, dit doucement Clara. Lydia a inventé toute une histoire sur la façon dont ils venaient de se marier et que c'était leur lune de miel. Tu étais là. J'étais censé l'être. Lydia m'a invité à ce qu'elle a dit être un voyage entre filles. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport, elle m'a dit que les plans avaient changé. Joël venait à la place. La voix de Clara se brise légèrement. Elle a payé mon billet, ma réservation d'hôtel, tout. Puis elle m'a juste laissé là. Je traite cette information lentement. Alors, vous êtes allé à Canquin seul? Non, je suis allé avec eux. Lydia m'a supplié de la couvrir, d'être son alibi. Elle a dit que si quelqu'un demandait, nous avions été ensemble tout le temps à faire des soins de spa et du shopping. Clara me montre plus de photos, Lydia et Joël lors de dîners romantiques au bord de la piscine et dans ce qui est clairement une suite lune de miel. Je me suis senti comme une 5e roue du carrosse tout le temps, mais j'ai accepté parce que c'est ma meilleure amie. Où l'était? Qu'est-ce qui a changé? L'expression de Clara se durcit. J'ai découvert les autres. Les autres? Joël n'est pas la première liaison de Lydia, Marc. Il y avait quelqu'un avant lui, un client de son entreprise, et avant ça, son entraîneur personnel. Lydia vous trompe depuis plus de 2 ans. Les mots me frappent comme des coups physiques. 2 ans. Pendant que je construisais une vie avec elle, élevais nos filles, planifiais notre avenir, Lydia détruisait systématiquement tout ce que nous avions construit. Pourquoi me le dites-vous maintenant? Parce qu'elle a l'intention de vous quitter. Clara sort une conversation SMS sur son téléphone. Regardez ça. Les messages sont entre Clara et Lydia, datés d'il y a seulement 3 jours. Lydia, je pense qu'il est temps de parler à Marc de Joël. Le mettre au clair. Clara, es-tu sûre? Et les filles? Lydia, Joël et moi avons parlé. Nous voulons être ensemble correctement. Je vais demander le divorce à Marc. Il ne me battra pas. Il est trop passif. Je lis les messages 2 fois, ma colère grandissant à chaque mot. Passif? Le mot pique plus qu'il ne devrait. Lydia pense que je suis passif, que je vais juste me laisser faire et la laisser prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé, tout ce qui compte pour moi. Elle est sur le point d'apprendre à quel point elle a tort.
Clara, dis-je prudemment. J'ai besoin de vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête. Elle hoche la tête. Êtes-vous prête à témoigner de tout cela au tribunal si nécessaire? Vous voulez dire dans un divorce? Je veux dire, partout où la vérité doit être dite. Clara regarde son téléphone, puis moi. Marc, je couvre Lydia depuis des mois, et ça me rend malade. C'est mon amie, mais ce qu'elle vous fait avouer à vos filles est mal. Alors oui, si vous avez besoin que je dise la vérité, je le ferai. J'étends la main sur la table et lui serre la main. Merci. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Que allez-vous faire? Je vais donner à Lydia exactement ce qu'elle mérite. Après le départ de Clara, je reste assis dans ma voiture pendant un long moment, traitant tout ce qu'elle m'a dit. 2 ans d'aventure, des plans pour divorcer et prendre les filles. Lydia et Joël jouant à la maison pendant que leurs conjoints sont laissés dans l'ignorance. Mon téléphone vibre avec un SMS de Karen. Joël est rentré hier soir la queue entre les jambes. A tout avoué, a imploré le pardon. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je l'appelle immédiatement. Vous ne lui avez pas pardonné, n'est-ce pas? Vous êtes folle? Le rire de Karen est amer. Je lui ai dit que je lui pardonnais pour qu'il baisse sa garde. Il n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Bien, car je viens d'apprendre des choses très intéressantes sur les plans de nos conjoints. Je mets Karen au courant de ma conversation avec Clara. Au moment où j'ai fini, elle vibre pratiquement de colère. Ils pensent qu'ils peuvent simplement détruire nos familles et s'en aller, dit-elle. Joël pense vraiment que je ne serai plus un problème très longtemps. Nous allons voir ça. Qu'avez-vous en tête? Je pense qu'il est temps pour une réunion de famille. Quelque chose de public où beaucoup de gens peuvent être témoins de la vérité qui éclate. J'aime votre façon de penser. Nous passons l'heure suivante à planifier ce que nous appelons la révélation. Le week-end prochain est le barbecue annuel de l'entreprise, un événement décontracté en plein air où les employés amènent leur famille. Lydia l'attend avec impatience depuis des semaines, probablement parce que c'est une autre chance de jouer la femme parfaite tout en rencontrant secrètement Joël. Le barbecue de cette année va être très différent de ce à quoi elle s'attend. Ce soir-là, je suis dans mon bureau lorsque Lydia rentre à la maison. Elle porte encore des fleurs, des marguerites cette fois, ce qui montre qu'elle prête au moins attention à mes allergies. Elle porte également une nouvelle robe, quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Tu es jolie, dis-je. Nouvelle robe? Ce vieux truc? Elle fait une petite pirouette. Je l'ai depuis toujours. Un autre mensonge. Les étiquettes sont toujours attachées. Je peux les voir dépasser dessous son bras. Comment s'est passée ta journée, demande-t-elle, s'installant sur le canapé à côté de moi. Intéressante. J'ai croisé Clara au café. Lydia se fige un instant. Oh. Comment va-t-elle? Elle semblait contrariée par quelque chose. Elle n'a pas voulu dire quoi, mais elle avait l'air d'avoir pleuré. Clara traverse une mauvaise passe avec son petit ami, dit rapidement Lydia. J'ai essayé de l'aider à s'en sortir. C'est gentil de ta part. Tu es une si bonne amie. Elle sourit, mais ça n'atteint pas ses yeux. J'essaie de l'être. Après qu'elle soit montée à l'étage, j'ouvre mon ordinateur portable et commence à mettre en œuvre la phase suivante de mon plan. Si Lydia veut jouer à des jeux, je vais lui montrer à quoi ressemble un vrai stratège. À minuit, j'ai créé un dossier complet de preuves. Photos, messages textes, relevés de cartes de crédit, reçus d'hôtels et témoignages de Clara. Tout est organisé, recoupé et stocké dans plusieurs emplacements sécurisés. Mais plus important encore, j'ai envoyé des copies à 3 personnes clés, Karen, Clara et mon avocat. Le jeu est sur le point de changer, et cette fois, je joue pour gagner. La semaine précédant le barbecue de l'entreprise passe dans un flou de préparation minutieuse et de tension croissante. Lydia agit plus étrangement que jamais, alternant entre une surattention coupable et des appels téléphoniques distraits qu'elle prend dans le garage. Elle a acheté de nouveaux vêtements, changé de coiffure et a commencé à porter un parfum qui me fait pleurer les yeux. Tu as l'air différente ces derniers temps, lui dis-je au petit déjeuner jeudi. Différente comment? Plus heureuse? Comme si tu avais hâte de faire quelque chose. Elle souriait, pendant un instant, je vois un aperçu de la femme que j'ai épousée. Peut-être. Parfois, le changement peut être une bonne chose, tu ne penses pas?
Ça dépend du changement. Cet après-midi-là, Karen appelle avec une mise à jour sur le comportement de Joël. Il travaille tard tous les soirs cette semaine, dit-elle. Il prétend qu'il prépare une présentation pour le barbecue. Il dit qu'il veut impressionner la patronne. Une idée de ce qu'il fait vraiment? Oh, je sais exactement ce qu'il fait. J'ai déjeuné avec Monica du bureau de Lydia hier. Conversation très éclairante. Monica est l'assistante de Lydia. La même femme qui m'a dit que Lydia était partie tôt le jour où j'ai appelé pour elle. Si Monica parle à Karen, les choses sont sur le point de devenir très intéressantes. Qu'a-t-elle dit? Apparemment, Joël et Lydia réservent des salles de conférence pour des séances de stratégie privée. Monica trouvait ça bizarre car il ferme toujours la porte à clé et refuse d'être dérangé. Elle a également mentionné que Joël posait beaucoup de questions sur la politique de l'entreprise concernant les relations au bureau. Je sens une froide satisfaction s'installer dans ma poitrine. Il prévoit de se dévoiler publiquement. C'est ce que je pense aussi. Monica a dit qu'il demandait si les employés pouvaient sortir ensemble, quelles étaient les exigences de divulgation, ce genre de choses. Ils vont annoncer leur relation au barbecue, ce qui signifie qu'ils prévoient de demander le divorce juste après, probablement ce week-end. J'y réfléchis un instant. Karen. Et si nous les laissions faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Et si nous les laissions faire leur grande annonce, les laissions penser qu'ils contrôlent, qu'ils mènent le jeu, et ensuite nous les détruisons devant tous leurs collègues. Exactement. Nous passons l'heure suivante à affiner notre plan. Le barbecue de l'entreprise sera parfait. Un événement décontracté, familial, où tout le monde aura sa garde baissée. Lorsque Joël et Lydia feront leur annonce, s'attendant à du soutien et de la compréhension, ils recevront quelque chose de très différent. Vendredi soir, Lydia rayonne pratiquement d'anticipation. Elle a préparé sa tenue pour demain, une robe d'été que je n'ai jamais vue auparavant, associée à des bijoux qui n'étaient certainement pas dans sa collection le mois dernier. Tu as vraiment hâte de faire ce barbecue, j'observe. Ça devrait être amusant. Le temps est censé être parfait, et Joël. Elle se rattrape. Je veux dire, tout le monde pense que ça va être un excellent événement. Je suis sûr que ce sera mémorable. Cette nuit-là, après que Lydia se soit endormie, je fais mes derniers préparatifs. Je télécharge toutes mes preuves sur un serveur cloud sécurisé, crée des copies de sauvegarde sur plusieurs appareils et prépare la présentation qui mettra fin à la liaison de ma femme une fois pour toutes. Samedi matin se lève clair et lumineux. Lydia est debout tôt, passant plus de temps que d'habitude à se coiffer et à se maquiller. Elle est nerveuse. Je peux le voir à la façon dont elle vérifie sans cesse son reflet, ajustant sa robe, pratiquant son sourire dans le miroir. Tu es magnifique, je lui dis. Et je le pense. Elle est magnifique. C'est juste dommage que sa beauté enveloppe un cœur si laid. Merci. Elle m'embrasse la joue, laissant une trace de rouge à lèvres qu'elle essuie soigneusement. Je veux que cette journée soit parfaite. J'ai le sentiment que ce sera exactement ce que tu mérites. Nous chargeons les filles dans la voiture et nous nous rendons au parc Riverside, où l'entreprise a installé des tables, des barbecues et une petite scène pour les annonces. L'événement bat déjà son plein lorsque nous arrivons. Des familles dispersées sur l'herbe, des enfants jouant sur l'aire de jeu, des adultes regroupés autour de glacières pleines de boissons. Je repère Joël immédiatement. Il se tient près des barbecues, portant un pantalon kaki et un polo, ressemblant à tous les autres pères de banlieue au barbecue. Mais il y a quelque chose de différent chez lui aujourd'hui. Une énergie nerveuse qui suggère qu'il se prépare à quelque chose de grand. Voilà Joël, dit Lydia, faisant un signe de la main dans sa direction. Je devrais aller lui dire bonjour. Bien sûr que tu devrais. Je la regarde traverser l'herbe vers lui, notant comment toute son attitude change à mesure qu'elle se rapproche. Sa démarche devient plus fluide, son sourire plus sincère. Quand elle l'atteint, ils échangent ce qui ressemble à une salutation désinvolte, mais je peux voir l'électricité entre eux. Karen apparaît à mon coude, portant une assiette de salade de pommes de terre et affichant un sourire qui pourrait couper des diamants. L'heure du spectacle, murmure-t-elle. Tu es prêt pour ça? Je le suis depuis des mois. Le barbecue se déroule normalement pendant la première heure. Les enfants courent, les adultes se rattrapent sur les potins, et l'odeur des hamburgers grillés emplit l'air. Lydia et Joël veillent à maintenir leur distance, mais je les surprends à échanger des regards significatifs à travers la foule.
Vers 14 heures, Sandra Mitchell, la patronne de Lydia, monte sur scène pour faire les annonces habituelles. Remerciements au comité d'organisation, reconnaissance des employés ayant des anniversaires de travail, rappel des événements à venir de l'entreprise. Avant de conclure, dit Sandra, je crois que Joel Baxter a quelque chose qu'il aimerait partager avec tout le monde. C'est le moment. Je sens Karen se tendre à côté de moi alors que Joel monte sur la petite scène. Lydia se déplace pour se tenir près du devant de la foule. Merci, Sandra, dit Joel, sa voix portant à travers le parc. Je sais que cela peut sembler un endroit inhabituel pour ce genre d'annonce, mais je voulais partager une nouvelle avec vous tous, mes collègues et amis. La foule se calme, sentant que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Comme beaucoup d'entre vous le savent, poursuit Joel, j'ai traversé des défis personnels ces derniers temps. Mon mariage a été difficile, et pendant ce temps, j'ai trouvé réconfort et soutien auprès de quelqu'un de très spécial. Il regarde directement Lydia, qui le rayonne comme s'il annonçait son prix Nobel. Lydia Harlan et moi sommes tombés amoureux, dit Joel, sa voix devenant plus forte. Nous savons que cela pourrait être un choc, et nous savons que c'est compliqué parce que nous sommes tous les deux mariés à d'autres personnes, mais nous croyons que l'amour vaut la peine d'être combattu. Un murmure parcourt la foule. Je vois des têtes se tourner, des gens me cherchant, moi et Karen, essayant de jauger nos réactions. Nous voulions être honnêtes avec vous tous, poursuit Joel. Parce que nous vous respectons et valorisons votre amitié. Lydia et moi prévoyons de demander le divorce de nos conjoints actuels afin que nous puissions être ensemble correctement. Lydia s'avance, son visage rayonnant. Je sais que ce n'est pas conventionnel, dit-elle, mais parfois la vie ne suit pas le scénario que nous écrivons pour elle. Joel et moi avons trouvé quelque chose de réel ensemble, et nous espérons que vous nous soutiendrez alors que nous naviguons dans cette transition. La foule est silencieuse maintenant. Je vois des gens avoir l'air mal à l'aise, incertains de la manière de réagir à cette confession publique d'adultère. C'est à ce moment que Karen s'avance. Quelle délicatesse, dit-elle, sa voix portant clairement à travers le parc. Joel, chéri, je n'avais aucune idée que tu prévoyais de faire une annonce aussi romantique. Le visage de Joel devient blanc lorsqu'il voit sa femme marcher vers la scène. Karen, Non, ne t'arrête pas à cause de moi, dit Karen, montant sur la scène. Je pense que tout le monde devrait entendre toute l'histoire de votre liaison amoureuse, des hôtels, du Mexique. Le sourire de Lydia vacille alors qu'elle réalise ce qui se passe. Vous voyez, poursuit Karen, s'adressant à la foule. Ce que mon mari a oublié de mentionner, c'est que ce n'est pas sa première aventure au bureau. Joel a un peu l'habitude de séduire les femmes mariées au travail. Elle sort son téléphone et le brandit. J'ai des photos si quelqu'un est intéressé. Reçu d'hôtel, relevé de carte de crédit, message texte où Joel et Lydia discutent à quel point leurs conjoints sont ignorants. La foule est maintenant captivée, regardant le drame se dérouler comme un feuilleton. Mais la partie vraiment intéressante, dit Karen, sa voix montant, c'est ce qu'ils prévoyaient de faire à leur famille. Leur as-tu parlé de ça, Joel? De la façon dont tu allais me gérer? De la façon dont Lydia allait prendre la maison et la garde de ses filles à son mari? C'est mon signal. Je m'avance, sortant mon propre téléphone. Puisque nous partageons, dis-je, ma voix portant à travers le parc soudainement silencieux. J'ai pensé que tout le monde aimerait voir certains des messages textes que ma femme a envoyés à sa meilleure amie. Je commence à lire les messages de Lydia à Clara. Marc est tellement ignorant. Il est plus intéressé par ses ordinateurs que par sa femme. Joel et moi planifions notre avenir ensemble. Je vais obtenir la maison et la garde. Marc ne me combattra pas. Il est trop passif. Le visage de Lydia est passé de rayonnant à horrifié. Elle regarde la foule, voyant les expressions de choc et de dégoût sur les visages de ses collègues. Marc, dit-elle, sa voix à peine audible. S'il te plaît, ne fais pas ça ici. Pourquoi pas ici, je demande. Tu as choisi cet endroit pour ta grande annonce. J'ai trouvé que c'était parfait. Joel essaie de reprendre le contrôle de la situation. Écoutez, ça dégénère. Ce sont des affaires privées qui devraient être discutées en privé. Privé? Karen rit, et ce n'est pas un son agréable. Vous l'avez rendu public lorsque vous avez décidé d'annoncer votre liaison à un barbecue d'entreprise. Vous l'avez rendu public lorsque vous avez réservé des chambres d'hôtel avec la carte de crédit de l'entreprise.
Vous l'avez rendu public lorsque vous avez dit à tout le monde dans ce complexe au Mexique que vous étiez jeune marié. La foule allait à cette révélation. Je vois le visage de Sandra Mitchell pâlir alors qu'elle réalise les implications pour l'entreprise. C'est exact, dis-je, m'adressant à la foule. Pendant que j'étais à la maison avec nos filles, ma femme était à Cancun avec Joël, prétendant être sa nouvelle épouse. Ils portaient de fausses alliances et ont dit à tout le monde qu'ils étaient en lune de miel. Lydia pleure maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Marc, s'il te plaît, arrête. Tu embarrasses les filles. Je jette un œil à Sophie et Ellie qui se tiennent avec la famille de Ray près de l'aire de jeu. Elles sont trop loin pour entendre les détails, mais elles peuvent voir que quelque chose ne va vraiment pas. Tu aurais dû penser à embarrasser les filles avant de décider de détruire leur famille, dis-je. Joël fait une dernière tentative pour sauver la situation. C'est du harcèlement, dit-il. Nous sommes venus ici pour être honnêtes à propos de nos sentiments et vous nous attaquez. Honnête. Karen sort un autre téléphone. Le téléphone de Joël, je réalise. Dois-je lire certains des messages que tu as envoyés à propos de ta femme? Ceux où tu m'appelles une sorcière harceleuse et où tu discutes de comment te débarrasser de moi. Joël se jette sur le téléphone, mais Karen recule habilement. Ou peut-être devrais-je partager les messages sur tes autres petites amies, celles d'avant Lydia, parce qu'apparemment, mon mari collectionne les femmes mariées comme certains collectionnent les timbres. La foule est complètement silencieuse maintenant, regardant cette destruction publique avec la fascination des gens assistant à un accident de voiture. Sandra Mitchell s'avance finalement. Je pense que ça suffit, dit-elle fermement. C'est un événement familial et nous devons. Vous avez absolument raison, je l'interromps. C'est un événement familial et les familles méritent la vérité. Je regarde directement Lydia, qui est figée au milieu de la foule comme un chevreuil pris dans les phares. Tu voulais un divorce, dis-je. Tu en auras un, mais tu n'auras pas ma maison, et tu n'auras pas mes filles. Ce que tu auras, c'est exactement ce que tu as gagné. Sur ce, je me tourne et me dirige vers l'aire de jeu pour récupérer Sophie et Ellie. Derrière moi, j'entends la foule éclater en conversation, les voix s'élevant alors que les gens traitent ce à quoi ils viennent d'assister. Le barbecue est définitivement terminé. Les conséquences du barbecue sont rapides et brutales. Dès dimanche matin, l'histoire s'est propagée dans l'entreprise comme une traînée de poudre, avec des embellissements et des spéculations qui rendent la vérité presque fade par comparaison. Mon téléphone vibre constamment de messages d'amis, de voisins et de connaissances qui ont entendu diverses versions de ce qui s'est passé. Lydia n'est pas rentrée. Elle a quitté le barbecue en pleurs, partant en voiture tandis que Joël restait sur la scène, l'air d'avoir été frappé par la foudre. Selon Karen, qui me tient au courant par SMS, Joël est rentré chez lui et s'est enfermé dans son bureau, refusant de parler à qui que ce soit. Les filles et moi passons le dimanche tranquillement. Je fais des crêpes pour le petit déjeuner. Des vrais, pas des surgelés. Et nous regardons des films sur le canapé. Sophie et Ellie savent que quelque chose s'est passé au barbecue, mais elles ne posent pas encore de questions. Les enfants sont résilients, mais ils ne sont pas stupides. Où est maman? Demande Ellie pendant une pause publicitaire. Elle a dû s'occuper de certaines choses, je lui dis. Elle sera bientôt de retour. Ce n'est pas techniquement un mensonge. Lydia reviendra. Elle devra le faire, ne serait-ce que pour prendre ses vêtements. Mais la femme qui reviendra ne sera pas la même personne que celle qui est partie. Et lundi matin apporte les premières conséquences réelles. Sandra Mitchell m'appelle à 8 heures. Sa voix est soigneusement professionnelle. Marc, je voulais vous contacter personnellement pour discuter de ce qui s'est passé samedi. J'apprécie, Sandra. Je veux que vous sachiez que l'entreprise ne tolère pas le genre de comportement dont nous avons été témoins de la part de Joël et Lydia. Nous menons une enquête complète sur leur conduite, y compris l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise pour des activités personnelles. Ressources de l'entreprise, c'est du jargon d'entreprise pour la réservation de chambres d'hôtel avec la carte de crédit de l'entreprise pour des liaisons. Je comprends que vous deviez protéger l'entreprise, dis-je. Nous voulons également protéger nos employés et leurs familles. Ce qui vous est arrivé est inadmissible, et je veux que vous sachiez que nous vous soutenons complètement. Après que Sandra ait raccroché, je reste assis dans mon bureau, pensant à la rapidité avec laquelle les choses changent. Il y a 3 jours, Lydia était une directrice des ressources humaines respectée avec un avenir brillant. Aujourd'hui, elle est au chômage et inemployable, du moins à Dallas. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu,
mais je reconnais immédiatement la voix. Marc, c'est moi. Lydia semble épuisée, sa voix rauque d'avoir pleuré. Nous devons parler. Où es-tu? Je loge chez ma sœur à Austin. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Prends tout le temps dont tu as besoin. Marc, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Ça a dégénéré. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Quelle chose? La liaison, les mensonges, ou le plan de prendre ma maison et mes enfants? Silence à l'autre bout de la ligne. Je sais que tu es en colère, dit-elle finalement. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Essayer de reconstruire. Reconstruire quoi, Lydia? Tu me trompes depuis 2 ans. Tu prévoyais de divorcer de moi et de prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé. Qu'y a-t-il exactement à reconstruire? Notre famille, notre vie ensemble. Les filles ont besoin de leur mère. Les filles ont besoin d'une mère en qui elles peuvent avoir confiance en ce moment. Ce n'est pas toi. Sa voix se brise. Ne les éloigne pas de moi, Marc. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Tu aurais dû y penser avant de décider de détruire notre famille. Je raccroche et appelle immédiatement mon avocat. Si Lydia pense qu'elle peut me manipuler avec des larmes et des promesses, elle est sur le point d'apprendre le contraire. Mardi apporte plus de conséquences. Karen appelle pour me dire que Joël a été suspendu de son emploi en attendant l'enquête. Apparemment, l'entreprise a découvert qu'il utilisait sa carte de crédit d'entreprise pour des dîners d'affaires qui étaient en fait des rendez-vous romantiques avec diverses femmes au cours des 3 dernières années. Il parle de porter plainte, dit Karen. Fraude, détournement de fonds, ce genre de choses. Est-ce que ça vous va, Marc? Mon mari volait son entreprise pour payer des liaisons avec plusieurs femmes. Ça me va plus casser. Mercredi, Clara appelle. Elle a l'air nerveuse mais déterminée. J'ai fait une déclaration à l'entreprise de Lydia, dit-elle, à propos du Mexique, des autres liaisons, de tout ce que je savais. J'ai pensé que tu devais l'entendre de ma part. Merci. Ça n'a pas dû être facile. Ça ne l'était pas, mais je suis fatigué de couvrir des gens qui ne le méritent pas. Lydia m'appelle sans arrêt, me suppliant de retirer ma déclaration. Vas-tu le faire? Absolument pas. Ce qu'elle t'a fait, à toi et à tes filles, est impardonnable. Jeudi soir, Lydia rentre enfin à la maison. Je suis dans la cuisine, aidant Ellie avec ses devoirs, lorsque j'entends sa clé dans la porte d'entrée. Les filles lèvent les yeux, incertaines de la façon de réagir. Montez à l'étage et finissez vos devoirs, leur dis-je calmement. Je vous appelle quand le dîner est prêt. Elles disparaissent rapidement, sentant la tension dans l'air. Lydia apparaît dans l'embrasure de la cuisine, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Ses cheveux sont sales, ses vêtements froissés et ses yeux sont rouges d'avoir pleuré. Salut, dit-elle doucement. Pouvons-nous parler? Je fais un geste vers la table de la cuisine. Elle s'assoit en face de moi, à la même table où nous avons partagé des milliers de repas, fait des plans, discuté de nos rêves pour l'avenir. Je suis désolé, dit-elle. Je sais que ce n'est pas assez, mais j'avais besoin de le dire. Je suis désolé pour tout. Pour quelle partie es-tu désolé? Les liaisons, les mensonges, le plan de prendre mes enfants, tout ça. J'ai perdu mon chemin, Marc. J'ai fait des choix terribles, et j'ai blessé les gens que j'aime le plus. Tu n'as pas perdu ton chemin, Lydia. Tu as choisi ton chemin. Pendant 2 ans, tu as choisi de me mentir chaque jour. Tu as choisi de trahir notre mariage, notre famille, notre vie ensemble. Elle pleure maintenant, les larmes coulant sur son visage. Je sais. Tu as raison. Je n'ai aucune excuse. Non, tu n'en as pas, nous restons silencieux un instant. Finalement, elle parle à nouveau. Que se passe-t-il maintenant? Je fais glisser une enveloppe manille sur la table. Papier de divorce. Mon avocat prendra contact avec le tien. Elle ouvre l'enveloppe avec des mains tremblantes, parcourant les documents à l'intérieur. Son visage pâlit en lisant. Tu demandes la garde exclusive. Je demande ce qui est le mieux pour les filles. Elles ont besoin de stabilité, Lydia. Elles ont besoin d'un parent en qui elles peuvent avoir confiance. Je suis leur mère. Tu es une étrangère qui partage leur ADN. La femme qui les a élevées,
qui les a bordés le soir, qui a promis de les aimer et de les protéger. Cette femme a disparu il y a 2 ans quand tu as décidé que Joel Baxter était plus important que ta famille. Elle sanglote maintenant, tout son corps tremblant. S'il te plaît, ne les éloigne pas de moi. Elles sont tout ce qui me reste. Tu aurais dû y penser avant de les jeter. Je me lève et me dirige vers la fenêtre, regardant le jardin où les filles jouaient pendant que Lydia et moi étions assis sur la terrasse à planifier notre avenir ensemble. Tu peux les voir, dis-je sans me retourner. Des visites supervisées au début. Si tu peux prouver que tu es stable, que tu t'engages à être une vraie mère au lieu d'une actrice à temps partiel, nous pourrons discuter de la garde partagée. Et la maison? Quoi à propos d'elle? Les papiers disent que tu veux que je te cède ma moitié. Je me tourne pour lui faire face. Cette maison est le foyer des filles. C'est là qu'elles se sentent en sécurité, où sont leurs souvenirs. Tu veux la vendre pour partager le produit, mais je ne te laisserai pas détruire ce qui reste de leur stabilité. Comment suis-je censé vivre? J'ai perdu mon emploi, Marc. Personne à Dallas ne m'embauchera après ce qui s'est passé. Ce n'est pas mon problème. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Elle s'essuie les yeux avec le dos de sa main. Tu as changé. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Tu as raison. L'homme que tu as épousé était passif. Il te faisait confiance, croyait en toi, mettait tes besoins avant les siens. Cet homme est parti, Lydia. Tu as créé cette version de moi. Je retourne à la table et m'assieds en face d'elle. Tu as 2 semaines pour faire tes valises et trouver un autre endroit où vivre. Après cela, tu seras en intrusion. 2 semaines? 2 semaines. Et Lydia, si tu essaies de manipuler les filles, si tu essaies de les monter contre moi ou de les faire se sentir coupables de ta situation, je m'assurerai que tu ne les revois plus jamais. Elle me fixe pendant un long moment, et je peux la voir essayer de trouver un angle, un moyen de manipuler la situation à son avantage, mais il n'y en a pas. J'ai pensé à tout, planifié chaque éventualité. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça, dit-elle finalement. Si, tu le voulais. Tu pensais juste que tu serais celle qui aurait toutes les cartes en main. Elle se lève lentement, serrant les papiers de divorce. Et Joël? Quoi à propos de lui? Vas-tu continuer à le détruire aussi? Je me penche en arrière sur ma chaise et souris. Pas un sourire agréable, mais le sourire d'un homme qui a finalement appris à jouer au jeu. Lydia, je n'ai pas besoin de détruire Joël. Il fait un excellent travail tout seul. Mais s'il s'approche de ma famille, s'il essaie de contacter mes filles ou d'interférer dans leur vie de quelque manière que ce soit, alors oui, je finirai ce que j'ai commencé. Elle hoche lentement la tête, comprenant que cette conversation est terminée. Puis-je dire au revoir aux filles? Ce sont tes filles. Bien sûr que tu peux dire au revoir. Mais alors qu'elle monte à l'étage, je sais que ce n'est pas vraiment un au revoir. C'est la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Les filles reverront leur mère, mais la relation ne sera plus jamais la même. Comment pourrait-elle l'être? Je reste assis dans la cuisine, écoutant les sons étouffés de la conversation à l'étage. Lydia essayant d'expliquer à Sophie et Ellie qu'elle part pour un moment, qu'elle les aime, que ce n'est pas de leur faute. Au moins, cette dernière partie est vraie. 20 minutes plus tard, elle redescend portant une valise. Je reviendrai pour le reste de mes affaires, dit-elle. Je m'assurerai que je suis là. Elle s'arrête à la porte d'entrée, regardant la maison qui fut son foyer pendant 10 ans. Marc. Oui. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé. Je sais que tu le es. Tu es désolé d'avoir été prise. Après son départ, je monte à l'étage pour vérifier les filles. Elles sont dans la chambre de Sophie, assises ensemble sur le lit. Ellie pleure doucement, et Sophie a son bras autour de sa petite sœur. Maman va-t-elle revenir? Demande Ellie. Elle viendra vous voir, je leur dis. Mais elle ne vivra plus ici. À cause de ce qui s'est passé au barbecue, demande Sophie. Elle a 12 ans, assez vieille pour comprendre plus que je ne le voudrais. Parce que votre mère a fait des choix qui ont blessé notre famille. Mais je veux que vous sachiez toutes les deux que ce n'est pas de votre faute. Rien de tout cela n'est de votre faute. Je m'assieds sur le lit avec elle, les prenant toutes les deux dans mes bras. Que va-t-il nous arriver? Demande Ellie. Nous allons bien nous en sortir, lui dis-je. Nous allons être plus que bien. Nous allons être une famille,
Une vraie famille qui ne garde pas de secrets et ne dit pas de mensonges. Promis, demande Ellie. Je promets. Et pour la première fois depuis des mois, je le pense. Le lendemain matin, je me réveille avec la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres de la chambre et le son des oiseaux chantant dans le chêne à l'extérieur. Pendant un instant, j'oublie tout ce qui s'est passé, et j'atteins l'autre côté du lit pour Lydia. Mais l'autre côté du lit est vide, et la mémoire me submerge. Je reste allongé là pendant quelques minutes, traitant l'étrange mélange de perte et de soulagement que je ressens. Mon mariage est terminé. Ma famille est brisée. Mais pour la première fois depuis 2 ans, on ne me ment pas. En bas, je me fais du café et m'assieds à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable, lisant les courriels. Il y en a un de mon avocat avec une mise à jour sur la procédure de divorce, un de Sandra Mitchell concernant l'enquête de l'entreprise, et un de Karen Baxter avec une ligne d'objet qui me fait sourire. Le phénix renaît. J'ouvre le message de Karen. Joël a déménagé hier, n'emportant que ses vêtements et sa précieuse BMW. Les enfants le gèrent mieux que prévu. Je pense qu'ils sont en fait soulagés de ne plus avoir à marcher sur la pointe des pieds autour de ses humeurs. Comment vas-tu? Je tape en retour. Un jour à la fois. Comment avance l'enquête? Sa réponse arrive rapidement. Ils ont trouvé des preuves de fraude remontant à 3 ans. Joël va faire face à des accusations criminelles. Ça ne pouvait pas arriver à un type plus sympathique. Je ferme l'ordinateur portable et finis mon café, pensant à la justice et aux conséquences. Joël Baxter pensait pouvoir séduire des femmes mariées en toute impunité, que son charme et ses costumes coûteux le rendaient intouchable. Lydia pensait qu'elle pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre, maintenant sa vie de banlieue parfaite tout en poursuivant son excitante liaison. Ils avaient tous les deux tort. Les filles descendent pour le petit déjeuner, et nous nous asseyons ensemble à la table de la cuisine comme nous l'avons fait des centaines de fois auparavant. Les mêmes bols bleus ébréchés, les mêmes cuillères dépareillées, le même soleil se déversant par la fenêtre au-dessus de l'évier. Mais ce matin, tout semble différent. Comme si l'air avait changé, comme si les mensonges qui remplissaient autrefois l'espace entre nous avaient finalement été éclaircis. Cette fois, nous ne faisons pas semblant que tout va bien. Cette fois, nous faisons face à la vérité ensemble. Papa, dit Sophie en finissant ses céréales. Elle a l'air plus âgée qu'il y a une semaine. Peut-être qu'elle l'est. Oui. Je suis fier de toi. Cela m'arrête. Pourquoi? De nous avoir défendus. De ne pas avoir laissé maman nous éloigner de notre maison. J'atteins l'autre côté de la table et lui serre la main. Ses doigts sont petits mais forts. Les mains de sa mère, mais plus stables. Vous êtes mes filles. Je vous défendrai toujours. Même quand c'est difficile, demande Ellie, repoussant ses cheveux derrière son oreille de la façon dont elle le fait lorsqu'elle essaie d'être courageuse. Surtout quand c'est difficile. Nous finissons le petit déjeuner dans un calme qui ne fait pas mal. Juste un espace partagé, une compréhension partagée. Je les dépose à l'école et elles me font toutes les deux un câlin un peu plus long que d'habitude. Pour la première fois, je ne me demande pas si j'en fais assez. Je sais juste que j'en fais. Je me rends à mon bureau et passe la journée à travailler sur un nouveau système de sécurité pour un client. Du code lourd, du matériel complexe, le genre de travail qui vous absorbe si profondément qu'il n'y a de place pour rien d'autre. Pendant plusieurs heures, je ne pense pas à Lydia ou à Joël ou aux papiers de divorce ou aux accords de garde. Je ne rejoue pas de conversation ou ne réécris pas l'histoire dans ma tête. C'est le premier jour normal que j'ai eu depuis des mois, et la normalité semble extraordinaire. Ce soir-là, Ray s'arrête avec de la pizza et de la bière. Nous nous asseyons sur la terrasse arrière pendant que les filles font leurs devoirs à l'intérieur. Des crayons qui grattent, des pages qui tournent, leur voix dérivant à travers la moustiquaire comme le son d'un avenir encore possible. Alors, dit Ray, ouvrant sa bière. Qu'est-ce que ça fait d'être libre? Je ne sais pas encore. Demande-moi dans un an. Il rit. Tu as fait la bonne chose, tu sais, au barbecue. Je veux dire, Lydia avait besoin de faire face aux conséquences de ce qu'elle a fait. Je sais. Ça ne fait juste pas du bien pour l'instant. Ça viendra, dit-il, et il le pense. Ray a une façon d'avoir raison sur des choses que j'aimerais qu'il n'ait pas, fais-moi confiance sur celle-là. Nous tombons dans un silence confortable. Le ciel devient orange, puis rose, puis le violet doux qui vient juste avant la nuit. Il y a un calme ici.
Je ne pensais pas pouvoir le retrouver. Quelle est la prochaine étape, demanderai. Je me concentre sur les filles, je m'assure qu'elles vont bien, qu'elles se sentent en sécurité. Tout le reste peut attendre. Et Lydia? Je prends une lente gorgée de ma bière. Lydia a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec. Comme si elle était appelée par notre conversation, mon téléphone vibre avec un SMS d'elle. Puis-je emmener les filles dîner demain, s'il te plaît? Je montre le message à Ray, qui secoue la tête, sans hésitation. Trop tôt, dit-il. Elle doit d'abord prouver qu'elle est stable. Il a raison. Les filles méritent de la cohérence, pas des excuses suivies de plus de chaos. Je tape en retour, pas encore. Donne-lui du temps. Sa réponse arrive rapidement, comme si elle attendait avec le téléphone à la main. Combien de temps? Je fixe les mots. Il n'y a pas de calendrier pour reconstruire la confiance. Pas de compte à rebours jusqu'au pardon. Je réponds, autant que nécessaire. Relève sa bière en un toast. Au nouveau commencement. Au nouveau commencement. J'acquiesce, faisant teinter ma bouteille contre la sienne. Et pour la première fois depuis que tout ce cauchemar a commencé, je crois vraiment que c'est possible.